Bonjour à tous. À mon avis, vous êtes nombreux à attendre ce nouveau numéro de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Nombreux car il s'est passé, c'est vrai, beaucoup de choses durant ce week-end du Grand Prix d'Arabie Saoudite, premier du nom. Eh bien, on est ravis de vous retrouver. Je suis Laurent-Frédéric Bollet et j'accueille une nouvelle fois Tristan Gomandi qui nous fait l'amitié de se rendre disponible pour nous. Salut Tristan. Bonjour à toi, bonjour à tous. Tu es prêt à beaucoup parler aujourd'hui ? On va essayer de parler peu mais bien. Oui, ou alors beaucoup, mais bien aussi, quoi. Voilà. Donc Tristan Gomandi, notre consultant expert F1 de l'Afterlap, et comme nous arrivions dans cette fin de saison, on savait qu'on allait te retrouver, Tristan. Mais bon, on ne savait peut-être pas jusqu'à quel point on allait devoir discourir sur tout ce qui s'est passé en piste et en dehors de la piste, hein, même parce que, pour tout te dire, nous nous retrouvons ce lundi d'après Grand Prix pour l'enregistrement, en audio et en vidéo, évidemment, hein, sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Mais durant la nuit, on a appris qu'il y avait eu une nouvelle pénalité pour Max Verstappen. Tu es au courant, hein, qui a reçu 10 secondes de pénalité supplémentaire pour ce fameux accrochage avant le virage numéro 27. Évidemment, on va en parler. Donc, tout ça pour vous dire que j'espère qu'il n'y aura pas trop de nouvelles qui tomberont entre éventuellement la fin de notre intervention et la mise en ligne de cet épisode. Mais voilà, on se retrouve à ce moment M et on va bien parler de tout ce qu'on a vu, Tristan. Alors, pour démarrer en douceur quand même, je te propose que tu nous parles de ce nouveau circuit. Donc, est-ce que ça te semble être une bonne idée de faire un circuit urbain avec des virages de dingue, 253 km/h de moyenne pour la pole position de Lewis Hamilton, hein. On est bien donc au-delà des 250 km/h sur un circuit urbain bordé de murs. Est-ce que pour toi c'était raisonnable, c'était dangereux, c'était fou, c'était pas si mal que ça quand même? Quel est ton avis? Je regrette de ne pas connaître ce circuit parce qu'il a l'air quand même déjà, premièrement, il est magnifique. C'est typé déjà de nuit avec tous les projecteurs. Ça donne une ambiance absolument extraordinaire. Je trouve que de l'extérieur, c'est très télégénique et c'est très sympa à voir. Après, le circuit est évidemment très rapide. Peut-être dangereux. En tout cas, c'est ce qui est un peu dit par les pilotes. Mais en tout cas, il y a une espèce d'émotion et un échange d'émotions et malgré tout, ce que recherche un pilote, c'est qu'à un moment donné, de ressentir des choses. Il y a tellement de circuits aseptisés. Les nouveaux circuits sont quand même tellement aseptisés avec des dégagements de dingue. Et je pense que c'est vraiment un circuit sur lequel qui est un peu effrayant, je pense, parce que quand on voit les caméras embarquées, honnêtement, ça va très très vite. Et comme c'est entre les murs et que les angles de virage sont suffisamment importants pour que tout soit en aveugle et qu'on ne voit pas la sortie des virages. Donc ça demande quand même de connaître parfaitement le circuit pour savoir exactement où mettre la roue et savoir où sont les limites. On pouvait ressentir quand même que la majorité des pilotes sont un peu effrayés par les vitesses qu'ils atteignent sur le circuit, entre les murs, des dégagements malgré tout. Il y en a quelques-uns à des endroits stratégiques qui permettent, alors évidemment ça va taper, mais ça tape avec les Tech Pro, les nouvelles barrières de sécurité qui font vraiment le job. On l'a vu malheureusement à plusieurs reprises, mais personne n'a été blessé, justement parce qu'à ces endroits-là, il y a un peu de dégagement, donc ça permet de ralentir un peu la voiture, et les Tech Pro, elles, viennent absorber l'énergie. Donc, je ne serais pas étonné, d'ailleurs ça a été la réflexion de la quasi-totalité des pilotes, c'est que c'est un circuit qui est très impressionnant, qui procure énormément d'émotions parce que très rapide. Ce sentiment, évidemment, qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que tout de suite, ça va au contact. J'ai trouvé, moi, perso, le circuit extraordinaire à voir. Si j'ai un point à donner, c'est qu'effectivement, les zones, il y a une zone de dépassement et elle est très courte. Voilà. Serait mérité d'avoir 100 mètres de plus. Tu parles de la ligne droite des Je parle de la ligne droite. Oui. Voilà. Au déclenchement du DRS, c'est vrai que cette zone-là est un peu courte. Sinon, franchement, pour le reste, oui, c'est un challenge, mais c'est ce qu'on recherche aussi bien en tant que téléspectateur qu'en tant que pilote.
Et c'est pour ça, pour moi, c'est un sans faute. C'est vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé ce circuit. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a quand même passé le week-end à avoir un peu peur, oui. Enfin, là, je parle de nous, les spectateurs. Hein, voilà. À attendre le crash ou des crashs, à être sûr qu'il allait y avoir une voiture de sécurité et on était sûr qu'il allait y avoir un drapeau rouge. Non, mais cela étant, on ne s'est pas trompé, il faut avouer, c'était quasiment écrit. Hein, ça s'est passé. On n'aurait pas pensé autant, Oui. mais quand même, malgré tout, c'est vrai que le circuit est propice. Et je pense que si la Formule 1 retourne sur ces circuits tous les ans, on sera pas loin du même scénario un peu tous les ans quand même, Oui, oui. parce que c'est la typologie du circuit. Encore une fois, c'est comme Monaco, c'est des circuits qui permettent pas l'erreur. Donc évidemment, lorsqu'il y a une voiture qui crache, il y a obligatoirement une voiture de sécurité. Et si les dégâts sont trop importants avec des débris partout, c'est évidemment l'arrêt de la course, parce que sinon ça durerait trop longtemps à faire rouler les F1 au ralenti. Donc, bon, mais quelque part, ça a été. Bon, on va pas s'en plaindre parce que, évidemment, c'est plein de rebondissements. Ça vient empiéter parfois un peu sur le sportif, mais moi j'ai trouvé ça top. Oui, non, mais un spectacle incroyable, effectivement, avec en plus le décor, une cérémonie d'avant Grand Prix, une cérémonie d'après Grand Prix, les moyens gigantesques. Oui, bon, bah, c'est clair que là, l'Arabie Saoudite avait tout fait pour qu'il y ait une opération de séduction, mais c'est vrai que ça a de la gueule, faut être honnête. Ce circuit sur la corniche de Jeddah, on a tous découvert effectivement un endroit assez incroyable. Alors, George Russell s'est permis de dire qu'à son avis, il fallait quand même améliorer le circuit, qu'on pouvait peut-être enlever un petit peu de sa dangerosité. Lui, il dit, entre le virage 17 et 27, ou 17 et 22, tu vois un peu la partie de remontée, faut mettre ça en ligne droite en fait. Faut arrêter effectivement ces zigzags de fou où on est à fond et on voit pas où on arrive quoi. Lui il dit mettez une ligne droite à fond sur 1,5 km quoi. Non, ça n'aurait pas d'intérêt, malheureusement. Je comprends son point, encore une fois, parce que ça va vraiment très vite. Donc, c'est relativement effrayant. À la vitesse où vont le F1 aujourd'hui, c'est, j'imagine, assez impressionnant dans la voiture. Maintenant, c'est ce qui fait que les pilotes, les bons, les moins bons, ça fait la différence. Pourquoi on aime les circuits urbains? Pourquoi Monaco est devenu mythique? Parce que il y a un moment donné, si un pilote se sent bien, commence à être un peu en harmonie avec la machine, ça crée des écarts très importants entre les pilotes. Alors oui, c'est un peu dangereux. Oui, c'est vrai que ces enchaînements extrêmement rapides, si des fois à la sortie de ce virage en aveugle, l'un des virages en aveugle, parce qu'il y en a, la moitié du circuit est en aveugle, hein. Donc c'est sûr que s'il y a un crash, une voiture qui revient sur le circuit, oui, mais on peut pas tout avoir. Il y a un moment donné, et puis d'avoir 1 kilomètre de ligne droite, il y a le Castellet pour ça. Ce serait dommage de retirer cette partie-là. Même si, encore une fois, je pense que la zone de dépassement, elle est un peu courte. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, on abandonne la forme, si j'ose dire, l'écrin, donc ce circuit. Tu nous as bien dit tout ce que tu en pensais, c'était très intéressant. Avant d'en revenir à la course, il y a tous ces déroulements qui vont nous faire évidemment parler en majorité, encore une fois, des incidents au pluriel, là, Hamilton, Verstappen. Juste un petit mot sur la qualif. Tu l'as suivi, tu l'as regardé, toi, la qualif, le samedi? J'ai regardé la fin de la qualif. Pour être t'as bien fait, t'as regardé la Q3, voilà. Bon, 2 moments exceptionnels, parce qu'Hamilton, effectivement, il y va chercher la pole provisoire et il remet un coup de pression sur Verstappen. Mais quand Verstappen part sur son dernier tour, là, je pense que tout le monde, hein, même si on n'est pas fan de Verstappen, on a eu les poils qui commencent à se dresser, parce que là, on voyait un pilote qui était vraiment à la limite. Hein. Ça a été un spectacle fabuleux. Ouais. Non, c'était très impressionnant. Et honnêtement, je reprends du recul. On est en train de vivre un moment. Je pense qu'on s'en rend pas trop compte parce qu'on est en train de le vivre et c'est comme tout dans la vie. On vit quelque chose, ça paraît normal, on l'analyse, mais quand on prend un peu de recul, Hamilton, Verstappen sont en train en ce moment de délivrer une performance qui a rarement été atteinte, j'ai envie de dire même dans l'histoire de la Formule 1. Ils ont atteint un niveau, eux et les teams,
sont à 120%. C'est très impressionnant et il ne laisse plus rien de marge, rien. C'est très beau pour ça. Et on voit, c'est marrant parce que dans cette qualif, c'était assez révélateur et ça s'est un peu confirmé en course d'ailleurs. L'impétuosité de Verstappen, où il y a un niveau de talent, on peut pas, je pense que ce serait un peu idiot et c'est pas le sujet d'aller comparer le talent et le niveau d'un Hamilton et celui d'un Verstappen. Je pense qu'il y a un écart d'âge qui fait qu'ils sont dans deux moments de leur carrière différentes. L'un qui est en train d'essayer d'aboutir et de mettre un peu la cerise sur le gâteau, Hamilton avec un dernier titre, un ou deux autres avant d'arrêter. Et puis l'autre qui le mérite depuis un moment, mais alors particulièrement cette année, il faut quand même être clair, et qui a encore cette rage jusqu'au boutiste. Et on le voit en qualif, on le voit en course. Et là, la Q3 était révélateur. Mais sauf que la différence avec un Hamilton, c'est que l'expérience, on voit quand même que le petit surplus d'expérience, j'ai envie de dire, bon, c'est quand même, il y a quand même un surplus d'expérience, mais la petite sagesse, le soupçon de sagesse qu'amène Hamilton lui évite jusqu'à maintenant, en tout cas, d'aller au-delà du raisonnable et d'aller au-delà ce qui va lui empêcher, en tout cas jusqu'à maintenant, lui empêcher d'aller au crash. Ouais. Et Verstappen, lui, il est à un moment où on sent mais il a le feu en lui et rien ne veut l'arrêter, rien. Et à un moment donné, s'il faut aller lécher tous les virages, tous les murs de tous les virages, il serait capable de le faire. Bon, maintenant, c'est très très compliqué. Et on l'a vu en qualif. Il y a un moment donné, ça reste un homme avec une tête de jambe de bras. Et ça part à la faute. Voilà. Il l'a commis, la faute, au dernier virage, effectivement, alors qu'il avait… Bon, pour moi, j'ai toujours vu 2 dixièmes d'avance. C'est vrai que sur Canal, ils ont toujours dit 4, mais non, pour moi, il avait 2 dixièmes au dernier partiel, et donc il allait, a priori, avoir la pole. Mais c'est vrai, Tristan, tu as raison. Moi, j'ai le sentiment que là où Hamilton, depuis le Grand Prix du Brésil, où il y a vraiment eu un twist dans cette saison, a le feu en lui, mais avec, effectivement, toi tu appelles ça un peu avec l'expérience, on sent qu'il y a un petit matelas qui demeure de gestion. Verstappen est passé sur la corde raide en permanence. Je veux dire, à Interlagos, il réussit à résister jusqu'au 59e tour, je l'ai suffisamment dit, j'avais trouvé ça génial, mais il ne tient pas. Le Qatar, il n'a pas pu. Là, en qualif, il est fabuleux, il est génial, mais il a le pistolet sur la tempe. Mais s'il n'y arrive pas jusqu'au bout, ça ne passera pas. Et ce n'est pas passé. On a le sentiment qu'effectivement, lui, il faut que ce soit 110%, là où Hamilton, c'est peut-être que 99%, j'ai envie de te dire. Ouais, non, mais je pense qu'Hamilton, il est, peut-être à 99,9. Voilà, ok. Et lui, il est à 100,3,4. Voilà, d'accord. Et ce qui fait que il est juste au-delà de la ligne, quand Hamilton, il est sur la ligne ou juste en dessous, quoi. Ah ouais, c'est donc, ça. Quand ça passe, ça fait des moments absolument extraordinaires. Le tour qu'il était en train de réaliser, c'est vrai que ça demande un œil un peu averti, mais les placements des autos, les coups de volant au bon moment pour essayer de s'ouvrir le virage, c'est très très impressionnant. Franchement, les deux sont depuis 3-4 Grands Prix à un niveau que j'ai rarement vu ces 20 dernières années. Oui, c'est sûr. Bon, allez, je te propose d'enchaîner. Alors évidemment, on part du principe que vous connaissez tous le résultat. Ben oui, vous savez bien qu'Hamilton a gagné ce Grand Prix, que Verstappen est 2e et que Bottas est 3e, et que donc nos deux amis vont arriver ex aequo au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ce qui fait qu'évidemment, Tristan, on va essayer de se projeter un petit peu dans quelques instants sur ce qui nous attend dans une semaine. Mais enfin, si on revient sur les faits de course. Bon, donc le départ s'est bien passé, peut-être mieux que ce qu'on attendait. Non, ça s'est pas complètement trop frotté au départ, même s'il y a eu des petits frottements, mais sans plus. La course était partie et je te propose d'en arriver à ce 10e tour où là, c'est donc Mick Schumacher qui se crache. Alors, moi, je me permets de dire que, 5 minutes après au moins, tiens, drapeau rouge. On pouvait pas le déterminer un petit peu avant, ce drapeau rouge, non ?
C'est difficile, c'est que bon, les tech pros ont une efficacité à partir du moment où ils sont replacés parfaitement. Ça c'est important parce qu'il y a un espace à respecter. On l'a vu, on le voit aux images. Le tech pro, comment ça marche? Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a une première colonne qu'on va appeler le mur, qui n'en est pas un, mais cette première colonne qui elle vient prendre l'énergie du premier impact, vient se déformer et vient après appuyer sur une deuxième partie de Tech Pro. Si ces barrières sont pas replacées correctement, et évidemment ça se fait pas comme ça, hein, c'est pas du polystyrène. Donc il est très important, et ça c'est pas discutable, que tout soit replacé parfaitement, voilà. Et de contrôler si les Tech Pro n'ont pas souffert, ou en tout cas pas suffisamment pour venir les changer ou remplacer le premier rangé de Tech Pro. Donc ça, on l'a vu aux essais, on l'a vu plusieurs fois, ça prend énormément de temps quand même, malgré tout. Bah oui. Donc, on posait après d'autres problèmes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de débris. On ne sait pas, et c'est difficile pour nous de juger finalement quelle était l'ampleur des dégâts sur les barrières. Bon, et l'état de la piste à ce moment-là. Donc, alors, est-ce que ça aurait pu être pris plus tôt? Oui. Après, c'est toujours facile à dire après. Je pense que quand tu es directeur de course dans une situation comme ça, t'essayes de faire les choses bien, t'essayes de penser effectivement à la course, l'intérêt sportif, la sécurité des pilotes. Ça fait énormément de paramètres à prendre en ligne de compte. Et tout ça, il faut que ça bouillonne en quelques secondes et prendre une décision. Bon, il l'a prise 5 minutes plus tard. Bon, bah, ok, oui, allez. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça a redistribué les cartes complètement. Donc le premier acte, il avait été à l'avantage d'Hamilton et de Mercedes, puisque le départ s'était bien passé, il était en tête, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, acte 2, avantage Red Bull et Verstappen, car ont choisi de rester en piste, là où Mercedes, on va dire un petit peu en mode conservateur, s'arrête, avec quand même un petit élément derrière, avec Bottas qui a clairement freiné et ralenti Verstappen, ça on l'a vu, parce que comme tout le monde s'accuse de tout, si, il faut reconnaître que là, on l'a bien vu. Oui, il y a eu un petit coup un peu, oui, pas très sympa sur Verstappen. Mais la situation incroyable s'inverse, parce que ce drapeau rouge fait évidemment que on a le droit de changer de pneu dans la voie des stands. Et donc, du coup, Verstappen passe en tête. Je te propose d'aller tout de suite au départ, donc le deuxième départ arrêté. Et là, il y a quand même une première grosse explication qui se passe, puisque donc Verstappen rate son départ, ou en tout cas, il est un petit peu handicapé. Alors, il y a aussi le deuxième épisode qui veut que pendant le tour de formation, Hamilton les laissait partir et a ralenti de manière très ostensible derrière pour arriver le plus tard possible ou pour chauffer mieux ses pneus, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, ça a rendu fou furieux Verstappen à la radio et Red Bull. Le fait est qu'effectivement, Verstappen a pris un mauvais départ, qu'Hamilton donc s'apprêtait à virer en tête. Et là, bon, j'ai revu une Verstappen, hein, moi je te le dis comme ça. Verstappen, là, non, il est doublé au départ, mais il va quand même y aller à l'extérieur et il va mettre le bazar. Bon, là, tu as réagi comment? Verstappen, alors, autant on a l'impression qu'Hamilton freine un poil tôt. Oui. Il est assez safe sur le point de freinage, parce qu'on voit finalement que Verstappen va freiner 7-8 mètres plus tard, et s'il n'y a pas Hamilton, on sent que Verstappen pourrait prendre le virage. Bon. Après, évidemment, Hamilton avait pris tellement d'avance, quasiment une voiture d'avance. On sent que Verstappen, non, mais à la manière de la qualif et le personnage, encore une fois, il met tout sur la table. Oui. Et il a le sentiment, à l'instant T, probablement à juste titre, mais il a le sentiment que si Hamilton prend la tête du Grand Prix, il gagne le Grand Prix. Donc, pour lui, c'est exclu. Mais exclu à un point où, de toute façon, s'il fallait tout couper, il coupait tout, quoi. Oui. Ce qu'il a fait, finalement. Oui. Hamilton, ce qu'il a fait. Bon, il braque pas. Les deux sont jusqu'au boutiste. Au moment du point de corde, c'est mort pour les deux. Non, mais c'est mort pour les deux. Maintenant, il y en a quand même un qui force sérieusement, qui braque sur la tronche à Hamilton. Hamilton lui laisse pas trop la place, c'est vrai, mais enfin, faut être quand même fou allié pour lui laisser la place à ce moment-là avec les enjeux. Enfin, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de pénalité, ça n'a pas fait discussion d'ailleurs.
Mais Verstappen se jette à l'extérieur, là où c'est impossible. Non, mais là, avec le retard qu'il avait, la vitesse qu'il met dedans, c'est impossible. Là, il savait de toute façon. Donc, il tentait tout de dire, bon, bah, je me jette dedans. Si ça se trouve, ils vont penser quand même qu'à l'entrée du virage, j'étais en tête. Hamilton devait me laisser la place. Allez, on tente. De toute façon, on le sent depuis le début du Grand Prix. Et la qualif, de toute façon, encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais il est prêt à tout tenter. Donc, il a tenté tout. Ouais. Bon, moi, je me suis dit, pour tout dire, je me suis dit, il est chié. Voilà, excusez-moi de ce mot. Je me dis, c'est pas possible. Il le fait, là, parce que là, il est derrière. Je suis désolé, quoi. Il est chié. Voilà, il est gonflé. Il ose encore foutre le bazar alors que ça passait pas et qu'il était derrière. Bon, alors. Là, Tristan, cela étant, ça débouche sur un nouvel épisode qu'on n'attendait pas. C'est que derrière, un peu en réaction en chaîne, mais on ne va pas trop détailler, il y a l'accident, ce que j'appelle moi Pérez, Pérez qui se trouve être en travers, il s'est frotté avec Leclerc. Et puis derrière, il y a Mazepin qui va rentrer dans l'arrière de Russell. Bon, là, effectivement, c'était quand même assez chaud et assez sérieux. Nouveau drapeau rouge, instantané. Et là, donc, effectivement, cette communication un petit peu surprenante, pour le moins, entre la direction de course et l'équipe Red Bull. Bon. Alors, moi, j'ai essayé, évidemment, comme tout le monde, j'ai été choqué de ce marchandage qui semblait être évident et de ces propositions. Bon, alors, tu acceptes la pénalité, tu n'acceptes pas, donc finalement, Ocon va partir en tête, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Bon, c'est vrai qu'on se dit tous, mais what the fuck? Là aussi, excusez-moi encore d'être vulgaire aujourd'hui. Bon, mais j'ai essayé de prendre un petit peu de recul. Et je me dis que ce sont quand même globalement des gens intelligents tous et qu'on essaye d'avoir une analyse de la situation sur le moment avec des éléments que nous, peut-être, on n'a pas. Donc, je pense que la direction de course savait qu'il y aurait dû y avoir une pénalité pour Verstappen, qu'elle aurait dû être appliquée, mais qu'elle n'a pas pu être appliquée du fait que le drapeau rouge est tout de suite sorti et que la course a tout de suite été arrêtée. Et que du coup, effectivement, il y a une sorte de discussion qui s'engage, qui peut avoir les apparences d'un marchandage, mais qui est en fait une sorte de négo plus par rapport à une pénalité qui aurait dû tomber. Bon, enfin bref, je m'arrête là sur les explications parce que tous, on a été un peu surpris. Toi-même, comment tu as vécu ça? En fait, encore une fois, faut se mettre à. Je pense que la pression, elle est sur tout le monde. La direction de course, il y a un règlement. OK. Ils l'ont joué à l'anglaise. Le dépassement de Verstappen, il peut pas être accepté. Enfin, il peut pas. Tout est possible dans la vie, mais là, c'est quand même putain bonsaï, quoi. Oui, on est d'accord. Je pense que si la course n'avait pas été arrêtée, mais c'est là le débat. Bon, mais si la course n'avait pas été arrêtée, je pense qu'ils auraient demandé, c'était là la réflexion, il y a un autre problème derrière, ils auraient demandé à Verstappen soit pénalité, soit tu laisses passer Hamilton. Sauf que entre les deux, le problème c'est qu'il y avait Ocon. Donc tu fais comment? Bon, le hasard fait que malgré tout, drapeau rouge, on s'arrête. Bon, ok, très bien. Là, du coup, ça remettait la possibilité à tout le monde de dire, bon, on analyse ce qui vient de se passer, on ne peut pas valider le dépassement de Verstappen, ou alors on le pénalise. Donc, à l'anglaise, tout le monde se plaint de tout le monde, ouais, ok. Mais c'est vrai que la direction de course, on proposait quelque chose de relativement inédit. Moi, c'est vrai que j'avais jamais, franchement, là, moi habitué avec la direction de course en endurance, les négos, j'en ai jamais vu, moi, ni même les discussions. Mais là, j'avoue qu'en direct, les radios ouvertes et tout, proposer un deal, c'est très étonnant. Mais c'était, je trouve, avec un peu de recul, très intelligent. Oui, ça sort du cadre. Oui, ça sort du règlement. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut inventer une nouvelle page. Il faut mettre négociation dans une nouvelle page du règlement. Mais là, j'avoue que sur le moment, c'est lunaire. Oui. Mais cette négociation, elle est très intelligente. Et d'ailleurs, Red Bull l'accepte. Parce que c'était soit on vous propose de remettre Verstappen derrière Hamilton pour le prochain départ, où le dossier, il va à la direction de course, au collège des commissaires, et là, ça peut être plus emmerdant pour vous.
Après, c'était le choix de Red Bull. OK. En fait, le deal, c'était quoi? C'est de dire, bon, on va pas pourrir tout le monde. Tu reprends ta place derrière Hamilton. Oui, mine de rien, il repasse 3. C'était une vraie pénalité, cela étant. Hein, voilà. Oui. Soit on en reste là, soit ça risquerait d'être plus emmerdant si ça va au collège des commissaires. Donc, à vous de voir, on s'arrange ou tout le monde est raisonnable? Et Red Bull a été raisonnable. Et la suite a prouvé qu'ils ont pris la bonne décision. Disons, c'est quand même courageux ce que tu dis, parce que tu sais bien que depuis hier, Masi se fait pourrir et que la direction et la FIA se font pourrir parce que amateurisme, négo, marchandage, oui, tous ces termes ne sont pas des termes positifs. Là, je vois que tu prends un argument qui est pertinent, comme on te connaît, Tristan, et qui sort un peu du cadre qu'on entend depuis hier. Mais toi, c'est comme ça que tu l'as vu, oui. Parce que la vie n'est pas noire ou blanche. Alors, soit on est des gros cons et il y a un règlement et on ouvre les pages, on dit voilà, il a doublé par l'extérieur, il a doublé par l'extérieur du circuit, ben voilà, c'est pénalité, c'est bam, on discute pas. Oui, c'est 99% du temps, ça se passe comme ça. Là, encore une fois, la pression, elle est sur tout le monde. Et je pense que la volonté de tous, c'est de faire que les deux pilotes hors normes qu'on est en train de voir, et c'est une saison, je peux te dire, ça c'est sûr, c'est une saison dont on se rappellera pendant des décennies. Tu verras ce que je te dis. Ouais. Je nous souhaite nous prête vie. Je pense que personne veut détruire ça. Et essaye de faire au maximum pour que ça s'explique sur la piste. Et qu'il n'y ait pas une décision qui vienne vraiment tout foutre en l'air, quoi. Prendre un ascendant finalement réglementaire sur le sportif pur. Et cette négo, je trouve que, alors c'est vrai que c'est étonnant, mais que la direction de course, et Masi essaye, et il a peu d'expérience. Enfin bon, évidemment, il a de l'expérience, mais pas comme ça quand même. Ça fait pas très longtemps, et il essaye avec son style à lui. Et le résultat de la course et du Grand Prix en général, je suis désolé, mais ça lui donne raison. Ça lui donne raison, parce que le Grand Prix était loin d'être terminé. Alors, je te propose d'enchaîner avec le deuxième restart, ce qui fait le troisième départ à arrêter, quelques minutes plus tard, avec donc un Ocon en pole position, Hamilton à ses côtés et Verstappen qui est donc rétrogradé en troisième position. Là, on a un cas de figure génial d'ailleurs, parce que donc Hamilton est tout de suite à la hauteur d'Ocon, mais effectivement, on n'avait peut-être pas vu venir que Verstappen allait plonger à la corde. Là, ça a été phénoménal. Il a été brillant. Oui. Là, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, si ce n'est que là, il a été fabuleux. Oui, ça, c'est sûr. C'est impressionnant. Franchement, impressionnant. Hamilton prend un excellent départ. Il s'occupe, il prend l'ascendant sur Ocon. Encore une fois, on l'oublie. Alors évidemment, la voiture, tout, on peut toujours mettre. Mais il y en a un qui a jamais raté son bordel, c'est Hamilton. Oui. C'est un métronome. Oui. Ça, on peut pas lui retirer. Non. Il prend l'ascendant sur Ocon. Et il est focus sur Ocon. Bon, parce que c'est vrai que franchement, il y avait un trou de souris à gauche. Bon, sachant qu'il avait pris un bon départ, et l'autre, il va se foutre. Mais encore une fois, c'est l'autre, il est à 5. Il met tout sur la table. C'est l'autre, il met les triples, les couilles, tout, il met tout. C'est incroyable. Mais il le fait avec un tel talent, franchement, parce qu'il y a 9 pilotes sur 10 qui faisaient ce qu'il a fait. Il y avait un strike avec 3 caisses dans le mur au bout. Oui. Il le fait avec une intelligence, une audace et un talent de barjot. Non, mais c'est hors norme. Et ça marche, pourquoi? Parce qu'il y a un Hamilton qui est hors norme aussi, et qui sait jauger la limite, et qui sait à qui il a affaire. Donc, il sait que le mec qui arrive à gauche, là où normalement tu peux pas y aller, il va y aller. Et on voit Hamilton, à un moment donné, il corrige. Il s'est dit non,
fermé la porte, il dit c'est sûr, ça va s'accrocher. Donc il laisse le truc se faire. Et alors là, bon, bah là, après, c'est un beau bordel. Et là, Hamilton a quand même un peu de chance dans le truc. Il s'accroche avec Ocon au niveau de l'aileron. Ça lui casse qu'un bout de dérive et d'half-plane sur le côté droit de son aileron. Franchement, ils sont sacrément solides, les ailerons, parce que le shoot sur son aileron avant, moi, sur l'impact, je me suis dit, putain, ça y est, c'est mort. L'aileron avant, il est cassé en deux, quoi. Oui. Là, la course était terminée. Oui. Mais Verstappen a été, quand je l'ai, franchement, il y a dans la continuité, la pénalité, il négocie, d'accord, il repart 3 et l'autre 100 mètres plus loin, il reprend la tête de la course. Oui, oui, on est d'accord. Là, c'était fabuleux. Mais rien ne peut l'arrêter, le gamin. Bon, donc à ce moment-là, Verstappen reprend le pouvoir et l'avantage. Alors, il y a une période intermédiaire qui va du 23e tour au 37e tour qui est marquée par 4 virtual safety cars. Bon, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs accrochages, des débris, surtout sur la piste. Bon, toi, on ne peut pas trop reprocher grand-chose à la direction de course, si ce n'est l'éternel débat de faut-il pas mieux mettre un vrai safety car plutôt que des virtual safety cars, mais bon. Alors, c'est-à-dire, c'est qu'on revient sur notre première discussion au début de notre vidéo. C'est que le circuit est très vite, en aveugle, et on peut dire un peu dangereux par les vitesses. Il y a un moment donné, là encore, il faut rester cohérent. Il faut avouer qu'il y avait des débris, il y avait pas mal de débris sur la piste. À un moment d'ailleurs, il y a Alonso qui demande un virtual safety car parce qu'il y a trop de débris. Je pense, bon, bah lui, on a compris pourquoi, ça l'arrangeait. Mais enfin, il ose en parler, il le dit, il fait comprendre que les débris, c'est dangereux. Okay. Je pense que c'est vrai. Je pense que quand on roule à 2,50 en moyenne sur le circuit, et qu'on est dans des enchaînements comme ça et qu'il y a un débris qui peut venir entailler le pneu et se retrouver sur 3 roues à 2,80 entre les murs, ça fait pas sérieux, quoi. Donc c'est vrai que d'un côté le circuit beau, impressionnant et challenging, de l'autre faut aussi respecter que quand il y a des débris, il faut pas laisser ça comme ça, quoi. Donc c'est vrai que bon, bah, des fois c'est frustrant parce qu'on se dit putain, foutez-nous la paix. D'un autre côté, le virtual safety car, gardant les écarts, on peut pas dire que ça pourrisse la course. Non. Tu mets un safety car, tous les écarts sont réduits sportivement, c'est gênant. T'en mets 1, 2, 3, 4, c'est chiant, quoi, parce qu'il y en a un qui se pourrit, il se met en 4 pour essayer de faire une seconde et demie d'écart comme Verstappen. Bon, bah, si à chaque fois c'était un vrai safety car, Hamilton revient dans la boîte, ce serait pas fair play non plus. Je trouve que le virtual safety car, c'est un peu comme les zones à 80 qu'on a nous en endurance. Ça permet quand même de garder les écarts. Ça pourrit pas le sportif. Voilà. Même si c'est frustrant en tant que téléspectateur, je trouve que c'est quand même une bonne chose sportivement. Oui, tout à fait. Alors on en arrive à ce fameux 37e tour. Donc là, il s'est passé 2 choses, Tristan. Il s'est passé au virage numéro 1 une attaque d'Hamilton. Et encore une fois, moi j'ai revu la même chose qu'à Interlagos. Bah, effectivement, moi je vois Verstappen qui emmène Hamilton hors trajectoire. Bon. Donc oui, je veux dire, voilà, on reprend notre ADN de nos deux amis. Ça peut pas, ça passera pas comme ça. Non. Alors bon, même si Hamilton, mais on peut pas. Il y a un moment donné, le virage est quand même très serré. Franchement, c'est pas comme un virage avec un angle de braquage relativement ouvert où le pilote peut arriver assez facilement à garder la corde pour laisser la place à droite. Là, ça demande quand même au mec, notamment là, c'est Hamilton, mais vraiment d'arrêter la voiture, franchement, pour pouvoir mettre de l'angle au volant, pour laisser la place à droite aux mecs. Non, mais là, les mecs, ils sont en train de jouer le titre mondial à un Grand Prix de la fin. Non, mais à un moment donné, là, et là encore, je trouve que la direction de course, il n'y a pas eu trop de discussion sur ce sujet-là. Et à un moment donné, il faut quand même, Verstappen, il arrive à Watt 1000 par l'externe, il recommence en criant banzai, quoi. Faut quand même être... Donc,
Là encore, Hamilton, ok, ok, il ouvre un peu. En tout cas, il va pas lui ouvrir la porte, ça c'est clair. Mais Verstappen, non, mais là, ça pouvait pas passer. Bon, oui, mais c'est vrai que si tu essaies d'être impartial et que tu es un peu côté Hamilton quand même, c'est vrai que tu dis, bon, bah, donc on passe jamais ce mec. Enfin, je parle de Verstappen, bien sûr. Monsieur n'acceptera jamais d'être doublé, donc c'est pas possible. Ça va forcément aller en dehors de la piste, ça va forcément aller au clash. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu répétitif où, quoi qu'il arrive, il n'acceptera pas. Non. Oui, d'accord, ok. Bah oui, non. Surtout Non. pas dans ce contexte, c'est ça que tu nous dis. Oui, tout à fait, d'accord. Ok. Bon, alors on passe directement à le deuxième épisode du 37e tour. C'est donc ce micmac. Communication Red Bull Verstappen laisse passer Hamilton. Et ça se passe à la fin du tour, où donc on a ce nouvel épisode de dingue. Bah, Verstappen soudain en ralenti, Hamilton qui passe pas, puis les deux se rentrent dedans, et puis Hamilton finalement passe, et puis Verstappen le repasse. Enfin bon, c'est complètement incroyable. Alors, cette manœuvre de ralentissement avant le virage 27, toi, on l'a vu sous toutes les coutures. Alors c'est vrai que moi au début j'ai cru, quand Hamilton dit il a freiné devant moi, j'ai cru que Verstappen n'avait pas freiné, j'ai cru que Verstappen avait en quelque sorte décéléré. Non, il plante un coup de frein selon toi. Pour moi, il freine. Pour moi, il plante. Pour moi, il plante les freins parce que pour qu'Hamilton, on le voit en caméra embarquée, Hamilton contrôle la distance. On va pas discuter de pourquoi il double pas, mais il contrôle la distance, il est dans la boîte, mais il y a un moment donné, Hamilton, il est surpris. Et c'est pas Hamilton qui a mis un coup de gaz. Et à un moment donné, il est derrière et Hamilton n'a même plus le temps d'éviter la roue arrière de Verstappen. Donc ça peut pas être autrement. L'autre, il a mis un coup de frein. Il ralentit. Il voit que l'autre, il passe pas. Pris dans le feu de l'action, il dit putain, tu vas passer. Et c'est pas du 100%, mais pour la manière dont Hamilton se fait surprendre et vient lui emboîter la roue arrière, ça peut pas être juste une décélération. C'est pas possible. Bon, ok, bon, ça d'accord, c'est acquis, d'accord. Mais alors, bon, et c'est vrai que Verstappen, il se met pas complètement tout de suite sur la droite de la piste en plus. Hein. C'est vrai que c'est pas complètement très clair qu'il veut le laisser passer sur la gauche, même si, oui, Hamilton aurait eu la place de passer à gauche. Bon, donc donc Verstappen, c'est quoi là? C'est un coup d'enfoiré? C'est quoi? Non, je pense qu'on saura. Alors, je suis pas sûr qu'on connaisse le fond de la vérité de cette histoire. Je pense qu'il y a différents facteurs. Il peut y avoir différentes suppositions. Je pense que Hamilton a essayé probablement. Alors, ça commence par la première chose. Oui. C'est normal, c'est logique. On commence par la première. Est-ce qu'Hamilton a été prévenu? Oui. Qu'il devait repasser Verstappen. Oui. Ça, c'est la première question à se poser. C'est elle qui détermine tout le reste. Non, mais Hamilton, au début, il ne sait pas que Verstappen va le laisser passer. C'est pas ce que sous-entend la direction de course. Quand il se passe ce qui vient de se passer, le contact entre Hamilton et Verstappen qui freine pour laisser passer, qui freine, qui décélère, c'est un autre débat. Non, il laisser passer Hamilton. Hamilton, c'est vrai que la réaction d'Hamilton est étonnante parce que même si il n'est pas prévenu que Verstappen va lui redonner sa place. Oui. Il voit le mec au ralenti quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de virtual safety car on n'est pas en truc. Le mec, il passe pas. Le mec, il refuse de prendre la tête de la course. Verstappen ralentit. Oui. Normalement, quand tu es pilote, tu te dis, il a un problème. Oui. Je passe. Ben oui, c'est ça. Comment Hamilton ne croit pas qu'il a un problème mécanique? Il se dit, putain, ça y est, c'est bon, je suis en tête. Ben non. C'est là où ça peut pas être clair. Je ne suis pas sûr qu'on sache un jour le fond de l'histoire. C'est que s'il n'a pas été averti, il voit Verstappen au ralenti, tu passes, tu le doubles, tu es en course. Bon. Oui. Deuxièmement, il a été averti. Mais il a été averti. Il y a les radios sont normalement écoutées. Là, moi, j'aimais quand même 2-3. Je pense que même si c'est pas autorisé, je pense qu'il y a quand même une radio officielle et une radio. Je ne sais pas comment ils pourraient empêcher ça, les mecs. Mais bon, comment prévenir Hamilton s'il est au courant
normalement, la direction de course a entendu la conversation entre Linger et Hamilton. Et là, pas de discussion, il a été prévenu. Hamilton, à l'arrivée, dit, mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il me laissait repasser. Mais tu as envie de dire, et alors? Oui, et alors? Mais, il est au ralenti, il double, enfin, je sais pas. Ben oui, comme dans toute course. Il y a un truc pas clair. Troisième supposition, il sait que Verstappen doit le laisser passer. Il ne veut pas. Oui, parce que le DRS l'a activé. Pour exactement éviter ce qui lui est arrivé juste après. C'est-à-dire que l'autre le laisse passer, tac, il lui reprend la spi, il ouvre le DRS et il le repasse. Et là encore, l'autre, il a été brillant. Il a été, mais oui, malin comme un singe, là, oui, on n'attendait pas à ce qu'il le fasse aussi vite, oui. Il pensait, ça c'est la première chose, le faire en est une autre, et le réussir en est encore une autre. Et c'est pas sur le troufion des pissotières de Montrouge, c'est sur Hamilton. Oui. Et l'autre, franchement. Les pissotières de Montrouge. On retient, oui, ok. Franchement, il a été, quand je l'ai vu faire ça, non, mais là, les bras m'en sont tombés. Même Toto Wolff, il a été d'un sourire qui était un petit peu admiratif, on va dire. Là, tu es obligé d'être admiratif. Ouais. Tu fais ça, tu dis, mais allez, vas-y, bon. Oui, ok. Tu t'arrêtes, tu dis, bon, c'est bon, vas-y, j'abandonne. Vas-y. Bon. Le fait est qu'au moment où on se parle, Tristan, Verstappen a bien eu 10 secondes de pénalité. Il a été jugé responsable d'un coup de frein erratique. C'est ça le terme qui a été jugé. Là, mais ça, je te l'ai dit, pour qu'Hamilton soit surpris alors qu'il était en plein contrôle, les pieds sur les gaz et freins. Je rappelle qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc, il est très réactif sur les deux. Il contrôle la distance avec Verstappen, qu'à un moment donné, blam, il ne peut même pas se décaler. C'est pas possible. L'autre, il a mis un coup de frein, c'est clair et net. Okay. Mais il s'en sort, dis donc, parce que déjà, il y avait une alerte sur l'aileron au même endroit. Là, c'est encore la même chose. C'est bien à l'avant-droit. Et non, l'aileron, il tient bien. Mais là, il y a une accumulation d'événements sportifs, réglementaires, de tout, qui font ce Grand Prix unique, franchement. Ouais. Ah oui, non, mais c'est incroyable ce qu'on a vécu, oui, c'est fabuleux. Et il y a eu un dernier épisode, 43e tour, tu te souviens, quand effectivement, au freinage de nouveau de ce dernier virage, le 27, Hamilton, Verstappen a... Alors, je ne sais plus, Hamilton, il était... Non, c'est bien Verstappen qui était de nouveau devant, bien sûr, et donc il le laisse passer, et Hamilton l'emmène à l'extérieur. Ça a été un peu furtif comme image, mais il l'a emmené. Et d'ailleurs, Hamilton s'est pris une petite réprimande vocale de la part de la direction de course, mais pas plus. C'est-à-dire, oui, parce que, dire, ok, tu l'as fait une fois, mais d'un autre côté, Verstappen, ça faisait 15 fois qu'il le faisait, là. Donc, Verstappen était pénalisé, mais... C'est un débat, c'est un puits sans fond ce Grand Prix parce que franchement, tout est sorti du cadre. Oui, c'est ça, c'est vrai, tu as raison. Non, franchement, tout. Le circuit est quand même assez exceptionnel, positivement, négativement, chacun donnera son avis là-dessus. Je donnais le mien, je trouve que c'est un circuit qui est tellement challenging et qui est presque un peu effrayant pour les pilotes qui le disent, mais c'est tellement rare pour une fois, quand même ça mérite et je trouve ce Grand Prix, en tout cas le tracé très beau. Le circuit est hors norme, on a 2 pilotes hors norme, la direction de course qui est sortie complètement du cadre, qui a commencé à négocier, qu'on met une règle dans les chiottes et qu'on dit bon maintenant tu te dis non mais on va où? Mais d'un autre côté, le package qu'on a vécu a été cohérent. Alors franchement, ça aurait pu mal se passer si ça s'accrochait. Là, on rentrait dans des polémiques à ne plus en finir. De dire oui, mais ça s'est passé parce que la direction de course aurait dû le pénaliser là et puis le restart. Mais non, mais bon, ok, ça s'est bien terminé et ça a été très impressionnant. Plus qu'appréciable, c'était un Grand Prix quand même exceptionnel, même pour les Français. Ocon, il s'en est petit. Faut quand même voir que l'Alpine sur ce circuit-là, elle était en souffrance.
En tout cas, Alonso a vraiment Oui, là, Ocon a souffert. Je pense que l'auto n'était pas du tout du niveau pour être devant. Les circonstances ou quand même aussi le talent d'Ocon, ça a été top de voir quand même Ocon se battre avec Bottas pendant un sacré nombre de tours. Donc c'était un Grand Prix hors norme. Rien n'était dans le cadre. C'est clair. Il y a un moment donné, il y a quand même une structure, il y a un Grand Prix avec un règlement, avec des mecs. Et là, on a vu quelque chose où il n'y avait pas grand-chose qui rentrait dans le cadre. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu as complètement résumé la situation. Alors, je te propose, pour conclure, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais on va essayer de se limiter. Bon, alors effectivement, il y a eu des mentions et des tableaux d'honneur. Bah oui, Ocon, formidable, bien sûr, il échoue pour rien pour le podium, mais super. Ricciardo 5e, bravo à lui, parce que c'était pas fait. Gasly 6e, solide comme d'habitude. Les deux Ferrari là, d'ailleurs, Sainz, il est sur une série, hein, tu as vu, ça fait plus de 10 Grands Prix, je crois qu'il est dans les points. Giovinazzi 9e, bah, bravo à lui, c'était pas fait. Puis Norris, à un moment donné, qui était dernier, il termine 10. Là aussi, j'ai envie de mettre mes petites étoiles habituelles, bravo à eux. Mais désolé, mes chers amis, aujourd'hui, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'effectivement, il y a un duel historique qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qu'on va donc arriver à ce dernier Grand Prix dans quelques jours à peine, Tristan, avec deux pilotes ex-aequo, deux pilotes de la trempe, donc d'Hamilton et de Verstappen ex-aequo, champion du monde. Bon, bah donc c'est simple. Celui qui termine devant l'autre dimanche prochain est champion du monde. Ou alors, aucun ne termine. Et effectivement, il y aura un avantage pour Verstappen au nombre de victoires, parce que Hamilton peut égaler le nombre de victoires, mais s'il ne gagne pas, bah forcément, Verstappen aura toujours cette victoire d'avance. Bon, alors, ma première question, c'est le type de circuit. Parce que moi, ça fait 2 circuits que je me plante. Moi, j'avais cru comprendre que plus c'est rapide, avec une puissance qui s'exprime à fond, c'est pour Mercedes, CF Brésil. Donc, je m'attendais à Jeddah, une démonstration de Mercedes. Non, Red Bull et Verstappen étaient là. Au Qatar, moi, j'avais le souvenir, peut-être à cause du MotoGP, que c'était un peu plus sinueux. Donc, je pensais que ce serait plus pour Red Bull. Non, ça a été Mercedes qui a largement dominé. Il n'y a pas eu match. Alors, donc, je te pose la question. À Abu Dhabi, tu connais le circuit comme toi, comme nous tous. C'est pour qui, a priori ? On ne peut pas répondre à cette question. On ne peut qu'écouter ce qui est dit. C'est-à-dire que Mercedes semble dire, Hamilton aussi, que le dernier circuit serait plutôt favorable au Red Bull. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Pour quelle raison ? Franchement, c'est tellement technique. Encore des histoires d'empattement, de savoir si. Mais d'ailleurs, c'était franchement pas si clair. Déjà, premièrement, parce que Verstappen avait la pole dans les mains. Bon, donc en perfo pur. Alors, évidemment, il y a un pilote entre le volant et le moteur. Bon, donc, et peut-être qu'il faisait cette différence. Voilà, ok. Mais enfin, en tout état de cause, les voitures étaient quand même sur l'ensemble du tour. À la fin, le lap time était quand même très proche. Bon, faut pas oublier que là, on est en train de comparer où Verstappen a vécu les 30 derniers tours, en gros, avec du médium, là où Hamilton était en hard. Hein. Donc, on voit à la fin, il ne pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Hamilton, il avait 8 secondes d'avance. Le combat, il était terminé. Certes. Donc, il y a quand même cette donnée qui est pas neutre. Si on avait mis Verstappen avec du hard, bon, ça aurait fait quoi ? Donc, la dernière, ils ont l'air de dire que ce serait peut-être un peu à l'avantage de Mercedes. Franchement, je pense que c'est tellement serré, et on l'a vu à ce Grand Prix-là, c'est tellement serré que ça se joue plus vraiment au 10e et demi ou vraiment le petit avantage à la voiture. C'est au combat, c'est aux circonstances de course, c'est tellement serré que... Et puis, bon, effectivement, comme tu le disais, le côté magique, on n'aurait jamais voulu le croire. Enfin, je veux dire, la saison qu'on vient de vivre, les combats qu'on vient de vivre, pour en arriver au dernier Grand Prix, ex-aequo en nombre de points, c'est fou. Oui, c'est fou. C'est quand même extraordinaire d'en arriver là. Donc, encore une fois, et j'espère que ce dernier Grand Prix soit magnifique. Ça clôt une saison hors norme. Ouais. Et on ne pouvait pas rêver un scénario plus beau que celui-ci. Oui. Alors le problème,
il y a quand même un problème. L'expérience nous fait dire que le Grand Prix d'Abu Dhabi est traditionnellement un des plus chiants de l'année, où il ne se passe rien, où on ne peut pas doubler. Alors, moi, j'ai envie de te dire, ça ne serait pas complètement gênant, là je parle tout haut, on y va. Ça ne serait pas complètement gênant si l'un des pilotes est devant l'autre et que pendant tout le Grand Prix, ça se passe fair. L'un est devant l'autre ne trouve pas l'ouverture et à la fin, celui qui est devant est champion du monde. Il n'y aura pas eu d'accrochage, il n'y aura pas eu de saloperie. L'un aura pris l'avantage, aura tenu jusqu'au bout, façon genre Ocon en Hongrie, je tiens bon, et oui, tu es champion du monde. Même si le Grand Prix est chiant et qu'il ne se sera rien passé, tout le monde dira, ok, ça y est, le verdict s'est déroulé de manière fair. Machin a été en tête de bout en bout. Le Grand Prix, il ne s'est rien passé, mais son titre est mérité puisqu'il a remporté le Grand Prix. Maintenant, entre les deux, mon cher Tristan, on a le sentiment que ça ne peut pas se passer aussi facilement. Enfin, je ne sais pas, ça fait tellement de mois qu'ils se retrouvent comme par hasard, toujours l'un en face de l'autre, toujours avec des stratégies différentes, toujours dans des situations quand même un petit peu alambiquées. J'ai envie de te dire, je ne vois pas pourquoi le dernier Grand Prix échapperait à la règle qui fait qu'à un moment donné, ils vont se retrouver encore en combat frontal, quoi. Non, tu le sens aussi? De toute façon, l'un et l'autre sont obligés de se décaler en stratégie. Parce qu'il y a forcément un premier et un deuxième. Bon, ça, oui. C'est physique. Donc, si les deux sont sur la même stratégie, celui qui est devant, papier. Donc, les deux, de toute façon, si l'un va à droite, l'autre va à gauche. Oui. Ça pourra pas être autrement. Donc, ce sera de toute façon, même si c'est un Grand Prix, comme tu dis, et qu'on peut imaginer, qui pourrait être un peu ennuyeux parce qu'il ne va pas se passer autant de choses. Et il ne peut pas se passer autant de choses tous les Grands Prix comme ceux qu'on vient de vivre. Les deux vont se décaler en termes de stratégie. De toute façon, celui qui va être deux, perdu pour perdu, va tenter quand même une stratégie un peu décalée. Après, quoi qu'il se passe dans le dernier Grand Prix, que ce soit une boucherie, comme ça pourrait bien en être une, et ça tournerait à l'avantage de Verstappen pour le nombre de victoires, ou que ce soit un Grand Prix ennuyeux, ils ont, à mon sens, ils ont suffisamment tout donné, sans retenue, depuis 20 Grands Prix, 21 Grands Prix, je ne sais plus. Oui, 21, oui. Que quel que soit le dénouement et la manière dont se déroulera ce dernier Grand Prix, je crois, en tout cas moi ce sera ma vision, c'est que quelle que soit la manière à la fin, le dernier Grand Prix, franchement, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'aura pas été volé. Oui. Ça n'aura sûrement pas été volé. Que ce soit Hamilton qui soit encore champion du monde ou Verstappen, l'un et l'autre, ils le méritent. Franchement, ils le méritent. Et on ne peut pas dire que l'un ait été avantagé par la voiture parce qu'effectivement, à un moment donné de la saison, Mercedes était au-dessus. Puis à un moment donné, Red Bull a clairement pris l'ascendant. Oui. Silverstone, rappelle-toi, et à un moment donné, il fallait arrêter l'hémorragie. Il y a eu un cap à mi-saison. Et les deux sont tellement, et les équipes sont tellement à tout mettre sans aucune retenue, qu'ils en arrivent à un point et à un moment d'exploitation de leur maximum de leur machine, que finalement ils en arrivent quasiment au même point. Ouais. Et les pilotes font pareil. Donc les deux, de toute façon, moi je crois qu'en termes de perfo, ce sera très très serré. Quoi qu'il arrive, ils auront les meilleurs moteurs du monde, ils auront la meilleure voiture du monde. Et après, oui. C'est ça, exactement. C'est le cas de le dire, effectivement. Bon, Tristan, allez, on va d'ores et déjà, évidemment, prendre position pour se retrouver dans une semaine. Et voilà, on analysera ce dernier Grand Prix. Et à ce moment-là, nous saurons qui, finalement, est bien le champion du monde 2021. Mais quelle année exceptionnelle et quel Grand Prix au pluriel nous vivons là depuis bien longtemps. Bon, allez, je vais te libérer parce que voilà, on va essayer de se limiter à moins d'une heure et je vois que forcément ça allait être assez long aujourd'hui. Bon, écoute, merci pour toutes tes analyses comme d'habitude très intéressantes qui parfois remettent quelque chose en place, mais je le dis sincèrement parce que effectivement, c'est ça le drame aussi des analyses un peu comme ça épidermiques avec les réseaux sociaux, etc. Machin est un con, l'autre est un nul, lui c'est un con, lui, bon, non.
il y a un peu de tout et il faut peut-être un petit peu essayer parfois d'analyser les choses. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir fait cet effort et de l'avoir bien fait, Tristan. Merci à toi. Et puis, je pense qu'il y aura du monde devant la télé au Oui, prochain Grand Prix. Voilà, là c'est sûr. Et puis je ne doute pas que cet épisode de l'Afterlab soit bien écouté aussi. N'hésitez pas à le commenter, ça fait partie du jeu, bien sûr, que vous avez le droit de nous apporter des contre-arguments s'il le faut dans les commentaires, notamment sur la chaîne YouTube de l'Afterlab. Mais en tout cas, on sait que Tristan, il dit les choses et il les dit bien et il les dit de manière intelligente et c'est ça qu'on aime avec lui. Voilà, si, je te flatte, mais c'est à juste titre. Bon, passe une bonne semaine, Tristan, mais d'ores et déjà, on se retrouve dans 7 jours pour conclure tout ça, d'accord? J'ai hâte. Voilà, moi aussi. Allez, salut à tous. Ciao. Merci. Ciao.